Alors, pendant que j'invite, si vous voulez vous installer, il y a quelques places en bas, hein, n'hésitez pas, restez pas sur les allées, sur les côtés. On est là, il faut que ça soit un peu convivial. Donc, je vais inviter mes participants à ma première table ronde à me rejoindre. Donc, Julie Belsor, donc avocat au cabinet Hoche Associés, Hervé Champenois, directeur du programme Linky, Julien Quénon, chef de projet données donc au sein de GRDF. Installez-vous, je vous en prie, prenez place. Alors, bonjour à vous. Merci d'avoir joué le jeu de cette table ronde. Donc, l'idée avec vous, c'est de débattre sur ces enjeux de la collecte et du partage de la donnée. Sans plus attendre, je vous propose un petit tour de table rapide de présentation pour partager avec nous vos engagements sur ces sujets et puis votre ambition de changer un peu, de prendre part à cette dimension de donner du sens à cette donnée et de rendre les consommateurs acteurs de ces sujets. Hervé, je vous laisse débuter si vous le souhaitez. Donc, vous êtes directeur du programme Linky. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Effectivement, moi, je suis ravi d'être ici pour une raison. On parle beaucoup de la donnée. Linky, je pense que ça n'aura échappé à personne, est aussi dans ce débat-là. Et pour nous, un des points extrêmement importants, ça a été dit et je pense que ce sera redit, c'est la confiance que peuvent avoir les clients, la confiance que peuvent avoir tous les gens qui sont concernés par, le compteur, dans notre capacité à leur garantir la protection de la donnée, que ce soit la juste donnée, s'il y a des recommandations qui ont été faites par la CNIL à ce sujet-là, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin, rester dans la donnée qui est nécessaire. Pour nous, c'est la donnée du logement, uniquement, à des pas qui ont été définis, on pourra y revenir, et pas aller au-delà. C'est vraiment un enjeu de confiance. Pour nous, le premier enjeu. Sur cet enjeu, en quoi le rôle d'Enedis a évolué et changé? C'était lié à la réglementation, c'est lié à un enjeu. Comment on peut qualifier l'évolution du métier d'Enedis sur ce rôle qui est lié au numérique et à ce traitement de la donnée, en fait? Alors, bien évidemment, le rôle a complètement changé et change complètement sur les données de comptage. Sur les données de comptage, on était pour les clients. Sans rentrer dans trop de détails techniques, mais inférieur à 36 kg, c'est-à-dire les 35 millions de clients qui sont raccordés au réseau de distribution. On avait jusqu'à présent, c'est le cas encore pour beaucoup, 2 index par an, 2 index de consommation, parfois relevés, parfois pas relevés, par exemple quand le compteur est situé dans le logement. Des fois on n'a pas accès parce que les gens ne sont pas présents, donc on part sur des estimations. Et avec le compteur, on passe à des relevés qui sont justes et des consultations de consommation, toujours selon le choix du client et sous sa maîtrise, qui peuvent aller jusqu'à une mesure toutes les demi-heures. Donc on change effectivement complètement de paradigme qui permet là d'avoir les données de consommation du logement de manière beaucoup plus fournie, beaucoup plus détaillée, pour le client. On y reviendra peut-être aussi également. Bien ça sûr, permet d'avoir un suivi pour la maîtrise de l'énergie et aussi de participer à une bonne intégration des énergies renouvelables. Donc un enjeu de changement, de changer l'infrastructure du réseau pour arriver à cette qualité de données. On est à combien de compteurs déployés aujourd'hui? On est aujourd'hui à 16 300 000 compteurs déployés. Donc c'est à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui? Alors il y a des équivalents, notamment en Chine. Et puis sinon sur des grands déploiements de ce type-là, il y en a pas d'équivalent. Il y en a d'autres, il y en a en Inde, mais on est impliqué dessus parce que le savoir-faire sur le déploiement, en fait, à ce niveau-là, on fait partie de ceux qui l'avons. Assez pionnier sur ce sujet-là. Julien, côté GRDF, le contexte est un peu équivalent sur l'évolution de l'opérateur et de votre enjeu de digitalisation du métier, en fait. Alors, tout à fait. Je pense que la mission du distributeur vis-à-vis de l'accès aux données, il y a finalement favorisé l'utilisation de ces données, puisqu'effectivement, le déploiement des compteurs communicants, qu'ils soient gaz ou électriques, va
accélérer le nombre de données disponibles et donc la capacité à pouvoir bien mieux connaître sa consommation et donc la maîtriser. Donc il y a vraiment un enjeu de comprendre les utilisations qui vont être faites, développer les canaux. Et donc là, effectivement, on est dans le secteur de la digitalisation et l'APIisation de nos données afin de faciliter cet accès. Et l'autre axe qui est primordial, c'est tout ce qui va concerner la sécurisation et la confidentialité de ces données. Donc c'est à la fois, évidemment, comme on en parle, le RGPD et donc le respect du consentement, puisque le client a tous les droits associés à ces données et donc les transferts et de décider à qui il peut les transférer et arrêter à tout moment ce transfert d'ailleurs, puisqu'il y a un début et il y a forcément une fin à ces transferts, et des interfaces sécurisées, puisqu'on va multiplier les modes d'accès. Alors, on sait que le projet, enfin en tout cas, c'est. Je vais vous laisser la parole, Hervé, Julien. Je vais faire intervenir rapidement, effectivement, votre invité, Julie, mais revenir sur la difficulté liée au déploiement de ces infrastructures, parce qu'en France, enfin, j'entends souvent dire que jusqu'à présent, l'énergie n'était pas assez chère. Enfin, les gens n'étaient pas assez sensibles à la notion d'économie, en tout cas sur le grand public. Enfin, préférait quand il y a peut-être qu'un seul opérateur. Je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui à terme, c'est d'arriver à créer de la différenciation sur des nouveaux services. Et ça, c'est nouveau aussi par rapport à vous. Je crois que c'est effectivement un point important à retenir. Alors, je pense que beaucoup d'acteurs vont penser également la même chose. Je dirais que depuis l'ouverture des marchés et donc la capacité à offrir différentes offres de fourniture d'énergie, c'était plutôt le prix qui était un facteur différenciant. L'arrivée de données beaucoup plus précises et donc la capacité du consommateur à mieux comprendre ce qu'il consomme ouvre du coup la capacité à ouvrir de nouveaux services sur lesquels. Alors nous, en tant que distributeur, on est observateur, c'est-à-dire que c'est un écosystème avec lequel on travaille pour l'accès aux données. C'est cet écosystème qui va certainement innover de différentes manières pour offrir des services de plus en plus efficaces et utiles pour le consommateur final. On va développer ce point-là. Julie, on a évoqué le mot tout à l'heure, cette notion de confiance. Et là, sur ce sujet-là, on n'est pas tous égaux, au sens opérateur de service qu'on voit... évidemment, les GAFA et toutes les contraintes liées à la notion de données personnelles. On a eu une levée de bouclier assez forte sur certains sujets aujourd'hui, mais comment on peut... est-ce que c'est un enjeu, déjà, la confiance ? Et deuxième mot va être RGPD, mais ça, je vais vous laisser en parler et vous présenter aussi, Julie. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Merci à Énergisme pour l'invitation. Donc, je suis Julie Belsort. Je suis avocat spécialisée en droit des nouvelles technologies. Je suis associée du cabinet Hoche dans le département IT, plutôt digital. Voilà. On accompagne beaucoup de nos clients dans la mise en conformité au RGPD, évidemment, depuis 2 ans. Et beaucoup maintenant pour ceux qui sont presque conformes, pas tous, et en fait personne, je dois le dire, à ce jour n'est encore conforme au RGPD, mais en tout cas, on a un plan de route et on sait à peu près, pour la plupart, où est-ce qu'on va arrêter. La difficulté du RGPD, si je peux me permettre, c'est qu'il faut gérer le passé et le présent, mais les projets continuent évidemment à avancer. Vous êtes tous de nombreux acteurs très vifs, vous avez plein de projets, et du coup le RGPD c'était rendre en conformité le passé, mais il ne faut pas oublier le présent et l'avenir, et du coup maintenant on accompagne aussi beaucoup nos clients sur les questions de privacy by design pour faire en sorte que les solutions, les plateformes qui sortent maintenant respectent le RGPD dès la conception et par défaut, qui est un des principes du RGPD. Voilà. Sur la question de la confiance et le domaine qui nous réunit ce matin, évidemment, il faut une confiance. Les opérateurs l'ont vite perçu. Et cette confiance, elle passe nécessairement par l'encadrement de la collecte et de l'utilisation des données. Voilà. Et comment on peut rendre confiance, c'est un moyen parmi d'autres. C'est en respectant le RGPD, bien sûr, et donc en informant les personnes. Juste un petit complément, parce que on est tous concernés par ce sujet-là. Je crois qu'il y a des niveaux aussi de perception différents en fonction des tailles d'organisation. Okay. Mais peut-être rappeler que tout le monde est concerné par le sujet de la RGPD. Tout le monde est concerné par le sujet RGPD. Toutes les données de personnes physiques. Ça ne traite pas les données de personnes morales. Voilà. Donc c'est le seul bémol. Mais bon, en même temps, dans une personne morale, vous avez des personnes physiques. Donc là, on retombe dans l'application du RGPD. Donc voilà. Donc ce sont des données de personnes physiques, des données personnelles qui vont permettre d'identifier directement une personne, un nom, un prénom, un visage, voilà, mais aussi indirectement, et c'est-à-dire
qu'à un moment donné, avec un numéro, avec un matricule, on va remonter à une personne. Et donc là, on rentre dans l'application du RGPD. C'est le premier critère, c'est la donnée personnelle. Le deuxième, c'est le traitement. Et la définition d'un traitement au sens du RGPD est tellement large parce que ça va de l'acquisition de la donnée, donc la collecte, à la destruction. La destruction d'une donnée doit être conforme au RGPD. Donc, voilà. Et vous avez dedans toutes les manipulations possibles, et on n'en a pas trouvé d'autres. Hein. C'est-à-dire que la définition est tellement large que dès que vous traitez de la donnée perso, en gros, vous êtes obligé de respecter le RGPD. Donc un engagement de décrire tous les process de traitement de la donnée dans votre entreprise, de les connaître. Ça nous oblige à revoir nos méthodes de travail. Il y a évidemment beaucoup d'informations auprès des personnes, et ça c'est le sujet de la confiance, on y reviendra sans doute, mais tout le reste c'est du process, on revoit complètement nos méthodes de travail, et dans les solutions qu'on propose maintenant, qu'on crée, voilà, on est obligé depuis le 25 mai de rendre ces solutions RGPD compliantes dès la conception. Alors, sujet d'autant plus vrai quand on travaille en écosystème. Donc là, ça vous concerne tous les deux, messieurs. Enfin, vous avez beaucoup d'intervenants sur la chaîne de valeur aujourd'hui. Comment, enfin, ce sujet-là, il est appréhendé ou perçu, enfin, pour garantir la confiance au final, hein, enfin, qui est Hervé, Julien. Enfin, je vais vous poser la question à tous les deux. Donc effectivement, les données pour les facturations, notamment, nous les transmettons aux fournisseurs, mais on les transmet également à des tiers. Ça veut dire que toute la compréhension que l'on va avoir sur la protection de la donnée, sur le RGPD, elle est bien collective. Elle est à notre niveau, mais aussi avec les tiers et les fournisseurs avec qui nous travaillons et à qui nous transmettons ces données. Ça veut dire, nous, par exemple, hein, ça se traite dans des GT, des groupes de travail que l'on a avec les fournisseurs ou les tiers, donc les gens à qui on transmet les données, où on explique, on met en commun les travaux, ou par exemple sur la capacité que peut avoir le client à supprimer des données, à arrêter. Ça a été dit tout au long de la vie de la donnée, on peut arrêter à un moment le processus de transmission, comment on l'intègre entre les fournisseurs et nous, pour que le client, à tout moment, ait la main dessus. Donc c'est bien un travail collectif sur ce sujet-là que l'on a. Et vous souhaitez aussi être garant de cette confiance, donc c'est super important aussi que tous les maillons de la chaîne soient au même niveau d'exigence pour garantir ça vis-à-vis du consommateur final. Oui, alors tous les maillons, hein, donc on insiste beaucoup dessus. Alors il y a nous, mais il y a la CNIL qui veille aussi dessus, hein, pour être garant sur l'ensemble de la chaîne. Juste une petite précision pour dire que au-delà, nous, le système est relativement récent, et donc il y a des travaux qui ont été intégrés au début de manière native. Par exemple, sur le point de mesure, je citais les 30 minutes, on n'est pas allé au-delà, c'est-à-dire à des pas plus courts de temps, parce que la CNIL avait émis une recommandation qui disait qu'au-delà, on pouvait découvrir des usages que faisait le client. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut se reposer là-dessus. Hein, en permanence, c'est suivi, en permanence, c'est contrôlé, bien sûr. En tout cas, le socle de la confiance, c'est la base de toute cette dynamique de l'Internet de l'énergie et de la valeur qu'on veut apporter aujourd'hui. Ah oui, ça c'est notre conviction, parce que sans cela, on ne pourra pas poursuivre des travaux qui vont conduire à de la maîtrise de l'énergie, notamment. Julien ? Alors effectivement, moi je vois bien tout l'écosystème, ce que j'ai oublié de me présenter, mais je travaille justement sur des projets de mise à disposition des données de consommation en lien avec le déploiement des compteurs communicants gaz. On va en déployer 11 millions, donc à terme on est à 2 500 000. Et donc tout le principe de développement de ces projets, c'est de concilier les besoins techniques et effectivement les besoins réglementaires pour être sûr que la solution qu'on développe, elle corresponde à l'ensemble des cas d'usage de l'écosystème. Et donc il faut de la co-construction sur ces sujets, et donc beaucoup de groupes de travail avec un écosystème qui est large. Hein. Je donnerai que 2 chiffres. On a une 50aine de fournisseurs de gaz aujourd'hui qui ont des contrats avec GRDF. On a plus de 150 sociétés qui sont intéressées par l'accès aux données de consommation. Donc l'écosystème de la maîtrise de l'énergie au sens large est important et très varié, et en partie nouveau pour nous en termes de relations. Et donc dans toutes ces phases de co-construction, il y a beaucoup de partage justement sur qu'est-ce qu'implique le RGPD dans tous les parcours du client, pour que celui-ci ait bien conscience de qui accède à ces données. Donc un devoir de transparence de la part des distributeurs envers qui accède aux données, fournisseurs d'énergie ou fournisseurs de services au sens large, de comprendre par quels moyens, comment il va donner son consentement, comment il peut l'arrêter. Donc tout ça se discute effectivement à la fois avec l'écosystème, avec la CNIL, avec la Commission de régulation de l'énergie également.
Est-ce qu'on peut un peu détailler cet écosystème? Quelle typologie des partenaires veulent s'impliquer à vos côtés, pour délivrer quoi comme nouveau service? Qu'est-ce que ça permet aujourd'hui, cette donnée, cette data, elle offre quelles possibilités concrètement? Alors il y a, je dirais, forcément un écosystème historique, tous les acteurs de la maîtrise de l'énergie, au niveau public, que ce soit l'ADEME, les agences locales d'énergie et du climat, qui ont des intérêts à comprendre comment on peut avoir davantage de données pour faire des services plus précis et plus adaptés. Un vrai avantage sur la donnée de consommation avec un pas de temps au moins quotidien, c'est qu'on peut davantage mesurer l'effet après coup suite à des investissements. On parlait de changer un double vitrage, du coup on peut mesurer si effectivement il y a bien une baisse de consommation associée dans le comportement. Et l'écosystème, alors en gaz, on a évidemment tous les exploitants de chaufferie, etc., qui n'ont pas forcément toujours du système en temps réel sur leurs installations et qui sont donc très intéressés par l'accès aux données de consommation que nous collectons dans le cadre de nos missions de service public et qui n'était pas si facile que ça d'accès auparavant parce qu'on n'avait pas forcément les bons canaux. On a tout un écosystème de start-up avec beaucoup d'idées en tête en termes d'innovation. On disait que l'énergie, ce n'était pas forcément un sujet du consommateur. Je pense qu'il faut retenir deux choses. Il y a effectivement un sujet d'intérêt et il faut réfléchir à comment on captive davantage un consommateur sur sa consommation. Et donc là, on a besoin d'innovation, de choses un peu plus ludiques peut-être aussi en termes d'interaction avec sa donnée. Ça, c'est important. Il y a des modèles à construire. Il y a des modèles à construire. Et le deuxième sujet, c'est la confiance. Puisque ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dirais que la donnée énergétique en particulier inquiète pas tout le monde au même niveau, par exemple, que sa donnée bancaire ou sa donnée de santé. Néanmoins, on a une grande part de consommateurs qui s'inquiètent. Et donc, il est important, je dirais, que l'écosystème de la maîtrise de l'énergie, mais aussi beaucoup les pouvoirs publics, on ait une vraie force de réassurance sur le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ces données, que ce sont les données du client et que c'est lui qui décide qui y accède, quand et quand ça s'arrête. On voit que le sujet quand même devient éminemment complexe dès qu'on rentre sur des strates un peu plus peut-être professionnelles ou multisites. On va y revenir au cours de la matinée. Mais Hervé, sur ce sujet des priorités adressées pour effectivement, avec votre écosystème, c'est le même, il est différent. Comment vous le décrivez aujourd'hui? Non, on retrouve le même. On est sur le même écosystème avec une petite différence mais qui est liée à l'énergie en fait, qui est liée à l'électricité. Alors, M. Chambon parlait de l'énergie fatale. C'est la nécessité d'avoir en électricité toujours l'adéquation entre la consommation et puis la production. Donc là, on a comment on peut profiter au mieux des énergies renouvelables. Donc ça sera une petite différence avec le gaz. Comment on peut tirer parti de cette évolution? Parce que jusqu'à présent, on avait, ça semble presque une banalité de le dire aujourd'hui, on avait des systèmes centraux qui produisaient de l'électricité, et puis des consommateurs qui, ma foi, quand ils en avaient besoin, consommaient cette énergie. Là, maintenant, ça change un petit peu. Ça change un petit peu dans la mesure où on va avoir de la production à un moment éolienne, de la production solaire, et tout l'enjeu, c'est d'en tirer parti et de consommer à ce moment-là. Donc à un moment, il y a bien de faire correspondre des consommations, c'est possible, on peut le faire avec des flexibilités, on peut le faire en donnant des signaux pour consommer, donc c'est tout l'enjeu de l'insertion du numérique dans un système électrique pour tirer parti au maximum de ces énergies renouvelables. Donc voilà l'écart. Alors, on retrouve des fois les mêmes acteurs dedans. Il y a un grand sujet lié au territoire, vous le soulignez, mais aussi un grand sujet lié aux usages. On peut parler du véhicule électrique aujourd'hui, qui est un sujet qu'il faut anticiper. Alors effectivement, on a de plus des grandes ambitions qui ont été affichées sur le véhicule électrique, des grandes ambitions qui vont en fait impacter pour nous le réseau de distribution, puisque tous les véhicules électriques à recharger le seront sur le réseau de distribution. Et en fait, là-dessus, l'enjeu n'est pas tant sur la quantité d'énergie que sur l'appel de puissance. Si on prend une image, si par exemple des gens dans un immeuble raccordaient tous en même temps leur véhicule électrique et le rechargeaient dans un délai très court, l'appel de puissance est équivalent à plus que l'ensemble du quartier en temps normal. Donc il faut bien avoir des investissements massifs pour pratiquement doubler, tripler, multiplier par 4 les réseaux électriques,
soit avoir des temps de consommation en fonction de la charge de la voiture, en fonction, par exemple, reporter dans la nuit, etc. Et tout ça nécessite effectivement de l'intelligence, c'est peut-être un grand mot, mais une adaptation du réseau sur la donnée, pouvoir la piloter, et piloter l'énergie. Exactement, du traitement de la donnée, si on veut accueillir tout ça dans de bonnes conditions, et toujours, on le dit, on le répétera jamais assez, dans la maîtrise totale du client sur sa donnée. Alors Julie, je redonne la parole sur cette notion de privacy by design, de conception de ces aspects sécuritaires en amont, et c'est là où il y a des sujets plutôt à anticiper à encadrer en fait dès le départ, dès la naissance du projet, et c'est d'un point de vue sécuritaire comme vous l'avez justement rappelé, mais également tout l'autre aspect juridique d'information et de consentement. Et ces différenciations, d'un point de vue consommateur final, c'est aussi un atout de se montrer assez RGPD compliance aujourd'hui. C'est indispensable parce que franchement, sinon on encourt la sanction. On est obligé de dire au moment où on collecte les données de ce qu'on va faire à l'utilisateur. C'est d'être plus incitatif, mais là c'est et il faut le savoir. Faut savoir ce qu'on va faire de la donnée dès le départ, parce que c'est au moment de la collecte, de l'acquisition de la donnée qu'on doit informer. Et cette information, elle est tellement poussée maintenant avec le RGPD, qui a rajouté de nombreux critères, là où il y en avait déjà quand même, on n'est pas parti de zéro, protection des données à 40 ans, on avait une loi informatique et liberté quand même qui était déjà très bien construite. Donc le RGPD a renforcé... c'est l'échelle aussi européenne aujourd'hui qui est quand même un peu nouvelle. Voilà, oui, c'est l'échelle européenne parce que c'est un règlement, et donc ce texte européen, dans la mesure où c'est un règlement, il est d'applicabilité directe. Donc application directe, il n'y a pas besoin d'une loi qui le transpose, là où avant la loi informatique et liberté, dans sa dernière version profondément modifiée, c'était 2004, elle transposait une directive européenne de 95. Donc on avait quand même une impulsion européenne avant, mais il fallait un texte pour pouvoir appliquer les textes en France. Et le règlement général sur la protection des données, le RGPD, parce que c'est un règlement, il est directement applicable. Ceci dit, donc son but c'était d'harmoniser les législations entre les États. Ceci dit, il renvoie à 58 reprises aux droits nationaux. Donc on a quand même des disparités qui vont perdurer entre les différents États de l'Union européenne. Sur l'information, il ne renvoie pas du tout au droit national, donc là-dessus on est bien en phase. On sait ce qu'il faut donner comme élément à l'utilisateur final, au consommateur, celui dont on collecte la donnée, de ce qu'on va faire de ces données au moment où on collecte, et donc on doit lui dire qui va l'utiliser, pourquoi, combien de temps on garde les données, et lui demander un consentement. Ça dessine cette certification qu'on peut... Pas encore, non. Alors non, là c'est vraiment en dehors de toute certification, c'est la base. Il faut vraiment informer et recueillir un consentement, comme l'a dit Julien. Donc un consentement, et le corollaire du consentement, c'est qu'à tout moment, l'utilisateur peut dire j'ai plus envie, voilà, donc je révoque mon consentement. Et donc dans les plateformes de privacy by design, il faut vraiment absolument prévoir la phase collecte de consentement, la phase suivi information, parce que l'information elle est dès la collecte, mais il faut aussi que l'utilisateur puisse à tout moment savoir ce qu'on fait de ces données, et avoir un plan en fait, un panneau, un affichage. Vous incitez beaucoup sur le consentement parce qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont pas nécessairement perçues comme étant l'enjeu par tous. C'est un enjeu du consommateur, mais il faut bien le prévoir. Il faut absolument le prévoir, et d'ailleurs il y a une mise en demeure de la CNIL sur un des opérateurs de l'année dernière, parce que justement le consentement il doit être libre, donc pas contraint, spécifique, donc c'est-à-dire pour chaque finalité et pas un consentement global. Il doit être éclairé, donc on doit très bien informer de ce qu'on va faire, et si on ne respecte pas ces caractéristiques, en l'occurrence là, la mise en demeure c'était d'accepter l'utilisation du compteur et en même temps de consentir à la remontée des consommations, et c'était pas spécifique parce qu'il y avait deux choses, et donc il faut plusieurs cases à cocher en fonction de ce qu'on va faire. Il n'y aura pas que les GAFA qui seront sanctionnés là-dessus. Ah mais non. Non, malheureusement, non, il n'y aura pas que les GAFA. Si on parle de GAFA, il y a une sanction très lourde qui est tombée la semaine dernière, justement sur un problème de consentement, d'information et de consentement libre, éclairé, spécifique, qui n'était pas respecté. Et donc ça, c'est indispensable. Donc après, dans les plateformes, il va falloir savoir où on met cette information, donc voilà, et derrière gérer tout le suivi, toute la vie du consentement. Et l'opérateur doit à tout moment pouvoir démontrer qu'il a collecté ce consentement. Donc lui, il doit aussi l'intégrer dans sa plateforme, pouvoir le conserver. Et tout ça doit être gardé d'un point de vue, respecter la sécurité. On assiste beaucoup sur ce sujet parce que dès qu'on va être en relation avec une donnée personnelle, il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Et ça, c'est l'enjeu de tous. C'est le message qu'on avait à passer ce matin.
Messieurs, j'entends beaucoup dire, depuis que j'ai la chance de travailler sur vos sujets, que concilier de la donnée énergétique, c'est compliqué. C'est quoi, enfin, au sens homogénéisation, donner du sens, c'est quoi votre vision d'acteur? Alors, vous essayez de contribuer à cette simplification, mais vous êtes d'accord avec cet enjeu de dire qu'aujourd'hui, enfin, ça devient de plus en plus simple, c'est toujours, on voit plein d'opérateurs qui essayent de donner du sens à cette data, mais c'est quoi votre vision aujourd'hui sur cette complexité? Vous avez le droit de me dire que c'est simple, mais non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les gens doivent s'approprier effectivement la donnée, puis ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire. Je le disais pour l'électricité, on était, pour certains, on est encore pour beaucoup à 2 index par an. Qu'est-ce que l'on peut suivre en consommation avec 2 index par an de relevés qui parfois sont estimés? Donc, comment on passe à un suivi beaucoup plus régulier? Comment on s'attache à regarder ce qu'il en est? Alors là, je suis au niveau du particulier. Je pense qu'il y a plus d'appropriation parfois sur des collectivités qui sont vraiment rentrées dans le sujet, qui regardent quels efforts, quels postes on peut avoir de coûts. Après, il y a des notions qui sont parfois compliquées. Nous, on a des débats sur ce qu'on appelle la courbe de charge, c'est-à-dire la mesure de l'électricité à un pas donné, toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 2 heures, courbe de charge. Quand on en parle aux gens, ça ne veut rien dire. Les gens ne savent pas trop ce que... Donc on essaie de passer à la courbe de consommation. Donc il y a tout un effort pédagogique. Nous, on l'a vu dans des démonstrateurs. On a fait des tests. Il y a eu un test notamment à Lorient qui a accompagné beaucoup de foyers qui avaient un compteur Linky pour suivre les consommations. Et c'est là qu'on mesure tout l'effort de pédagogie sur la donnée m'appartient, je donne un consentement, et effectivement explicite, éclairé, tout ce qu'il y a derrière ça. Et puis ensuite, c'est comment je suis les consommations. Pourquoi tel jour j'ai consommé plus? Pourquoi tel autre j'ai pas consommé? Donc après, il y a des sujets d'intercomparaison. Ce qu'on a vu, c'est que ce qui intéressait le plus les gens, c'était de se comparer à d'autres, de dire tiens, pourquoi je consomme plus? Et là, on revient sur est-ce que je peux... quelles données? Les données doivent être anonymes. Comment voilà. Donc, pour que ça apporte des bénéfices, il faut bien comprendre ce que l'on a et dans quel contexte ça s'applique. Donc, il y a un gros effort de pédagogie là-dessus pour que tout le monde s'approprie effectivement l'enjeu de maîtrise de l'énergie et pour, en tout cas, le réseau électrique, de bénéficier de toutes les énergies renouvelables. Il y a des grandes ambitions qui sont affichées dedans en matière de renouvelables et on ne pourra accueillir et tirer parti au mieux de ces énergies renouvelables que si on adapte aussi nos comportements. C'est un peu comme le tri des déchets où il faut vraiment que tout le monde s'adapte pour tirer parti de tous ces développements qui arrivent et qui sont là déjà. Julien, et je vais vous poser après la question des notions de référentiel, parce qu'aujourd'hui vous êtes engagé à ouvrir vos données et les données pour qu'elles puissent être le plus exploitables possible. Julien? Alors pour compléter, alors c'est pas nos données, donc c'est les données du client. Je pense que c'est un point important, puisque sinon ça serait notre consentement, oui. Et c'est pas le cas. Alors juste pour revenir sur la question, je pense de complexité, de capacité à mieux comprendre. Nous, on a effectivement un premier travail de vulgarisation de nos données. Alors en gaz, c'est encore plus compliqué qu'en électricité. Je pense que si je vous dis PCS, PTA, coefficient de conversion, index, volume, brut, volume converti, sont toutes des notions qui sont pas faciles d'accès chez tout le monde. Donc il faut déjà qu'on facilite cette compréhension-là. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement qui est même indépendant de la technologie. C'est de comprendre ce qu'il y a dans les partenaires dans l'écosystème. Mais clairement, c'est-à-dire que l'énergie, c'est pas forcément évident pour tout le monde et on voit bien le kilowattheure. Par contre, tout ce qui est avant, le cycle de vie de la donnée aussi, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Donc du coup, il faut en avoir conscience. Et après, le vrai travail, je pense, il est sur standardiser correctement dans des web API, par exemple, tout ce qui est le cadre digital pour s'assurer qu'en fait, que la manière dont on transmet les données, les standards qu'on suit, sont tout de suite compréhensibles et utilisables. Et là, c'est tout l'intérêt de la co-construction. C'est-à-dire que nous, on n'est que distributeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas des pros du web, on n'est pas des pros des API. Donc si on veut être sûr que ce qu'on met à disposition, sachant qu'on est régulé et qu'on
qu'en plus on doit les faire API, avec on peut dire ce que c'est quand même. Enfin, c'est des connecteurs. Enfin, ça va être des connecteurs automatiques de données, de machine à machine, puisque le principe dans cette transmission de données-là, c'est que c'est pas celui qui l'envoie qui va être responsable de l'interface qui va être développée vis-à-vis du consommateur, mais simplement du transfert de la donnée par un flux suite à une requête qui va appeler du coup nos systèmes d'information. Et ensuite, il y a tout le travail là qui est plutôt du design, d'expérience utilisateur, etc., de s'assurer ensuite que c'est compris du consommateur pour son usage. J'ajouterais juste un point sur le consentement qu'on discutait tout à l'heure et qui est important dans la législation, c'est la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il faut avoir le consentement du client pour accéder à ces données, il faut aussi avoir conscience dans ses usages de quel type de données on a besoin et de ne pas en demander trop. Même en énergie, c'est important. Pour faire une offre de fourniture d'énergie, on n'a peut-être besoin que d'une consommation annuelle. Pour faire un suivi de facture, c'est une consommation mensuelle. Pour faire un service de maîtrise de l'énergie, là, on va descendre à des mailles plus fines. Et en fonction de son usage, en fonction de la finalité associée au consentement, il faut qu'on mette en proportion les données qu'on récupère. C'est pas simple à expliquer, c'est pas simple à faire passer. Ça veut dire que pour chaque typologie de données, y compris en énergie, il faut rentrer dans une dichotomie un peu compliquée à expliquer. donc ça, c'est vos chantiers. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Vous êtes déjà endormis? Non. Petite question à nos intervenants sur cet traitement, sur l'accès à cette information. Bon, je vais être obligé d'aller en chercher une autre question. Bon, ils veulent pas m'aider. Hervé, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus massifier, cette collecte d'informations? Alors, il y a l'aspect de l'international que je voulais aborder aussi, alors qui est moins l'enjeu du particulier, mais on voit, pour un certain nombre d'enjeux professionnels, cette logique de consolidation de l'information. Est-ce que vous avez d'autres opérateurs qui sont engagés dans la même dynamique que vous à l'échelle internationale? Est-ce que Alors, au niveau international, nous, on est essentiellement là, sollicité sur un déploiement industriel ou sur des matériels, sur leur capacité et puis à délivrer donc une information. Et c'est variable suivant les pays, chacun a ses enjeux. Bon, il y en a quand même un qu'on retrouve partout, c'est le développement des énergies renouvelables. Et donc, c'est vraiment la capacité à un moment de faire correspondre les consommations aux productions qui arrivent. Alors, un exemple très simple que tout le monde peut avoir en tête, c'est je vais favoriser sur de photovoltaïque une consommation entre 10 heures et 15 heures, par exemple. Aussi, le sujet de la charge électrique dans les métropoles, dans les grandes villes, se pose aussi partout. Le dimensionnement du réseau, le véhicule électrique se développe partout. Et les aspects de dimensionnement du réseau sont les mêmes. Donc comment on arrive à gérer un étalement de la charge des véhicules? Voilà, ça c'est deux sujets que l'on retrouve partout. Puis après, bon, il y a des sujets qui peuvent varier suivant les pays et aussi les réglementations. Et sachant qu'en France, on est bien encadré dessus. Alors, il y a quand même deux acteurs, trois représentants du sujet tableau, mais deux acteurs importants de cette collecte de la donnée. Dans vos organisations, je sais qu'il y a des bureaux d'études dans la salle. Est-ce que vous avez des difficultés à traiter cette donnée, à y avoir accès ou des retours d'expérience à partager avec nous? Personne censé. Cyril, il est où? J'ai mon joker. On va te voir tout à l'heure, mais sur ce questionnement, sur le cheminement lié à... Non, moi j'ai eu la joie, bonjour Cyril Hommel, j'ai eu la joie de diriger un bureau d'études pendant 3 années et demie et effectivement, il y a un certain nombre de missions où je me disais je paye extrêmement cher de brillants ingénieurs pour aller collecter à la mano sur le terrain des données de consommation, de gaz, d'électricité et tant d'autres. Alors que je rêverais de pouvoir automatiser cette collecte et puis d'automatiser aussi une partie des analyses de base pour me permettre de concentrer du temps et de l'énergie sur des tâches à très forte valeur ajoutée. Voilà, exploiter la donnée. D'autres témoignages sur ces sujets-là? Oui, monsieur, là-bas, il y a un micro, je vais venir vous voir. Oui, bonjour, Pierre Blanchet, Vinci Énergie. On a parlé du RGPD et
des données privées. Hein. Est-ce qu'on a des dispositions concernant les données des personnes morales? Par exemple, dans le secteur du tertiaire, on va avoir des bâtiments qui vont avoir à remplir des obligations au niveau aussi consommation. Donc de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des dispositions qui vont arriver? Alors, on n'a pas de disposition pour les personnes morales parce que, comme je le disais, le RGPD concerne les personnes physiques. La difficulté, c'est qu'au sein des personnes morales, vous avez des personnes physiques. Donc, si vous allez vérifier et contrôler la consommation de personnes morales, mais que, au final, ce qui consomme des personnes physiques au sein des personnes morales, et que vous pouvez permettre de retrouver une personne, parce que, par exemple, c'est toujours un bâtiment qui est resté ouvert alors qu'il n'y a qu'une personne qui travaille. Enfin, voilà, si vous arrivez à un moment donné à pouvoir retomber sur une personne et l'identifier, là, vous tombez sur le coup du RGPD. Mais sinon, si on ne peut pas retrouver de personnes physiques, on est hors RGPD. Il y a quand même du coup la réglementation des informations commercialement sensibles qui peut jouer. Le code de l'énergie spécifie aussi attention aux cas de fraude en termes d'autorisation, soi-disant entre l'utilisateur de la donnée et donc le site qui a donné l'accès à ces données. Donc il y a bien un principe d'autorisation qui est aussi nécessaire. Et après, dans nos systèmes, et si on revient sur la donnée d'énergie, dans ce qu'on met à disposition, et par exemple dans le projet que je suis, il y aura à la fois des données d'entités morales et des données de personnes physiques. Les deux sont accessibles par les mêmes canaux en termes d'accès. Une question? J'arrive. Allez. Non, mais Sport du matin. Olivier Pénichou, ICAD. Concrètement, en fait, qui vérifie que vous avez que le tiers a l'autorisation pour récupérer la donnée? C'est vous? Est-ce que le mandat, je dois le faire signer par un locataire et après vous l'envoyez? Est-ce que vous l'exigez ou est-ce que vous donnez tout et puis s'il y a un contrôle, c'est la responsabilité de celui qui a récupéré la donnée? Alors, le service que vous allez rendre avec la finalité vis-à-vis du locataire, hein, c'est bien un traitement au sens du RGPD, donc il y a un consentement qui est associé. Après, comme c'est nous qui collectons la donnée et qui sommes donc en capacité de vous la transférer pour le traitement que vous voulez opérer, il peut exister plusieurs systèmes sur lesquels on peut fonctionner, mais dans tous les cas, il peut y avoir des contrôles a posteriori, ou alors des systèmes de digitalisation du consentement sur lequel on peut imaginer un parcours où si c'est totalement digitalisé, le client viendra remplir un formulaire spécifique sur lequel il va donner son autorisation au tiers pour le transfert des données. Et ensuite, ce tiers doit bien s'assurer aussi qu'il a eu le consentement pour l'usage de la donnée et les finalités associées, par exemple au suivi de consommation qu'il veut opérer, à je ne sais quoi en termes de service. Il faut que les finalités soient claires en termes de traitement. Mais il y a plusieurs parcours qui peuvent être envisagés. Alors nous, on est en train de le système de, alors je laisserai la parole à Enedis, le système qu'on est en train de monter avec les différents parcours, il sera en production d'ici 3 mois. Pour l'instant, on est en mode expérimental où du coup, on demande tous les consentements a priori. Donc on les récupère tous. Mais on ne sera pas capable en mode industriel de fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'on réfléchit à des parcours digitaux qui permettent de faciliter et tout de suite d'avoir le consentement sous cette forme-là et la preuve stockée directement. Hervé, vous voulez réagir ou... Oui, simplement. Là, moi, je me place dans le cas où il y a, par exemple, quelqu'un qui va avoir un contrat. Le contrat, le contrat de fourniture d'électricité, hein, il l'a avec son fournisseur et nous transmettons au fournisseur. Donc ça se passe bien entre le fournisseur et nous. Cette gestion-là, après, lorsque on a différents types de consentement, hein. Il y a la donnée de base, c'est ce qui a été expliqué sur la proportionnalité, la donnée de base pour permettre de facturer, qui va être la donnée mensuelle, et ensuite, suivant le souhait du client, il peut aller au-delà, ça dépend aussi du fournisseur, s'il va vouloir des données plus précises que la donnée mensuelle pour permettre la facturation. Il peut aussi souscrire. On a une application qui permet de le faire. Il peut aussi suivre ses consommations sur le site que l'on met à disposition. Et là, ça se passe bien entre le client et nous. Si c'était ça le sens de votre question. On agrège les consommations de plusieurs locataires sur un immeuble.
Et on doit collecter les mandats de chaque locataire pour pouvoir récupérer l'information au sein d'Enedis. Mais ma question, c'est est-ce que Enedis réclame ces mandats ou est-ce qu'il ouvre les données et qu'après, s'il y a un contrôle, c'est moi qui suis responsable À tout moment, là, c'est vous qui allez, le tiers, en fait. qui allez collecter, en tant que tiers, collecter récupérer le consentement du client dessus. Et à tout moment, on peut contrôler ce consentement où il peut y avoir un contrôle. Mais là, c'est bien à vous de le collecter. Mais est-ce que vous le réclamez? C'est la question. Là, on va non, on va pas le réclamer dans ce cas-là. Mais vous pouvez le contrôler. Pas forcément le réclamer, mais j'imagine que dans un contrat, il doit y avoir marqué que vous êtes obligé de respecter le RGPD et donc de collecter le consentement. Ouais. Et donc c'est contractuel. Voilà, la responsabilité pèse sur vous d'un point de vue contractuel parce que c'est vous qui êtes en mesure de le récupérer. On a 2 questions, monsieur. Enfin, il y a plusieurs questions, donc très bien, ça c'est mis en route. Je suis ravi. Oui, bonjour, Kim Estibelé, je suis directeur de programme en technologie de l'innovation. Je m'intéressais là aussi à peut-être un aspect humain interne de ce type de projet qui demande des connaissances, des compétences assez particulières. Est-ce que sur vos sujets, la mise en place de vos équipes en interne a pu poser quelques difficultés en termes de recrutement, de montée de compétences ou d'accompagnement sur des sujets très spécifiques, justement sur la gestion de données et l'exploitation ? Alors nous, au départ, on est des électriciens, hein, donc l'entrée dans les systèmes d'information, comme on le fait depuis quelques années, nous a imposé un changement là, de pratique extrêmement important, même si on avait déjà de par le passé beaucoup de sujets, beaucoup de SI, c'est un sujet qui est bien évidemment présent. Mais là, de par la quantité dans laquelle on passe maintenant de données, et aussi du traitement, et tous les débats que l'on a, par exemple, ce matin, montrent que on change de monde, en quelque sorte. Donc, bien évidemment, il y a une mise à niveau chez nous de la compréhension du domaine dans le monde dans lequel on évolue, ce qu'on a cité sur le RGPD. Il y a une mise à niveau de l'interface avec tous les acteurs que l'on a. Il y a des questions que l'on a aujourd'hui, typiquement celle de monsieur, qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, parce qu'il n'y avait pas ce niveau-là. Et ensuite, après, toutes les compétences, alors dans un autre aspect, que sont les compétences de sécurité, des compétences de robustesse du système en matière de cybersécurité, par exemple, où là, effectivement, on rentre dans un autre monde où on a un gros effort de compétences, d'acquisition de compétences à mettre en place, que l'on met en place d'ailleurs. Une dernière remarque, une question que j'ai eue au fond. Oui. Non. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, allez-y. David Hornbuch-Verson, je vends des kits autoconsommation, ce qui pourrait faire l'objet d'une question spécifique, mais je vais poser une question plus générale. Qui dit données dit valeur. Quand je vous écoute, je ne comprends pas très bien où va aller la valeur. Alors, est-ce que dans un monde idéal, ce serait bien qu'une partie de la valeur revienne vers le consommateur, mais bon, le monde n'est pas idéal. Dans un monde un tout petit peu moins idéal, ce serait bien que ça devienne un espèce d'espace partagé type Wikipédia. Mais quand je vous écoute, j'ai un peu peur qu'on crée des nouveaux milliardaires américains, genre Facebook ou Google. Alors, comment on va faire pour que toute la donnée que vous êtes en train de gentiment capter ne tombe pas dans les mains de 2 oligopoles américains ? Le consentement. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question totalement. Il faut avoir en tête qu'on est distributeur, que ce qu'on collecte, c'est une donnée journalière qui peut descendre à des pas de temps plus courts, qui n'est pas du temps réel. On la donne à disposition sous 24, 48 heures en tant que telle. Donc quand on veut rentrer dans des systèmes très précis et beaucoup plus GAFA dans l'âme, j'allais dire, on est sur du temps réel et ils iront sûrement chercher d'autres outils pour aller mesurer les données.
je ne suis pas sûr encore aujourd'hui que le business de la maîtrise de l'énergie soit encore très clair vis-à-vis du consommateur en termes de rentabilité. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse encore créer des milliardaires, je peux me tromper. C'est une impression de l'écosystème, je pense qu'il est en train de se chercher, que l'innovation autour de ces données, de ce qu'on peut en faire, ça reste encore à bâtir, hein, et donc c'est assez difficile à répondre à la question. En tout cas, si un Google ou un Apple débarque et veut accéder aux données de notre part, il signera un contrat, il devra avoir un consentement de l'ensemble des données, et donc de facto, il n'a pas accès à l'intégralité des données personnelles qu'on a dans notre SI, puisque chaque client, ce sont ses données, c'est lui qui donne son accord. Donc ils seront soumis aux mêmes règles en termes d'accès à ces données, c'est pas eux qui vont les collecter. En tout cas, ces données-là, celles qu'on collecte dans le cadre de nos missions de service public, ce ne sont pas eux qui vont les collecter. Oui, juste en rebond dessus, déjà, donc nous on exerce cette activité-là, ça a été dit, dans le cadre d'un service public. Donc la collecte des données est très encadrée. Et je le redis sur les données, on collecte le juste nécessaire. Donc les compteurs collectent la consommation du logement, ni plus ni moins. C'est voilà, dessus. Donc on le fait dans le cadre de cette mission de service public qui est très encadrée. Qui est très encadré par la CRE, par la CNIL. Il y a l'ENSI sur l'aspect cybersécurité, et tout ça est bien normal. Et ensuite, tout se passe dans les dispositions contractuelles qui ont été citées à l'instant, et aussi dans le respect du RGPD, puisque ça s'applique à tout le monde. Donc, il y a suffisamment il y a des garde-fous qui sont en place. On veille dessus, nous, parce que je le disais au départ, si on perd la confiance du consommateur, tout s'écroulera. Exactement. Donc je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est bien de conserver cette confiance, et il y a une grande sensibilité dessus, et c'est normal. Donc on s'attache dans tous nos process à bien respecter ça et à le suivre. Et c'est là où il y a un très engagement éthique et sens autour de tous ces sujets-là, et c'est ce qu'on a voulu démontrer aussi à travers votre présence aujourd'hui. Un petit mot de conclusion, on arrive au terme de nos échanges. Julie, vous voulez en quelques mots? Oui, en fait, quand j'entends parler de confiance, je suis obligée de penser à la loi pour l'économie numérique. Et en fait, c'est la grande loi de l'Internet en France. Elle date de 2004. Donc 2004, c'est très loin pour nous déjà, évidemment. Et elle s'appelait la loi pour la confiance dans l'économie numérique, puisqu'on se disait qu'avec Internet, en fait, il fallait rassurer et apporter de la confiance à l'internaute. Et donc voilà, ce mot de confiance, du coup, on arrive des années après pour cette fois-ci la confiance sur les données énergétiques. C'est un bon fil rouge, quoi qu'il arrive. Julien? Derrière la confiance, il y a aussi une notion de pédagogie. C'est-à-dire que pour avoir confiance dans quelque chose, il faut avoir pris le temps de comprendre de quoi il en retourne, comment ça fonctionne, etc. Et donc dans tous les services qui pourront être développés autour des données énergétiques, pour les particuliers en tout cas, il y aura un grand effort de pédagogie à faire, et aussi les pouvoirs publics au sens large ont un vrai travail de réassurance pour dire que ces données-là transitent, mais de manière totalement réglementée, et que donc les services qui vont se développer seront bien RGPD compatibles, et on espère que du coup la confiance sera bien là. Merci. Hervé? J'irai dans le même sens de ce qui a été dit, hein. C'est d'avoir une grande transparence et une grande explication des process qui permettent de maîtriser, parce que c'est des process qui sont en place, des process qui sont rigoureux. Donc avoir cette pédagogie sur comment on maîtrise, on travaille pour maîtriser toutes les données, les consommations des logements, et également sur l'utilité qu'on peut en avoir et que les clients peuvent en avoir. Et vous l'avez dit, vous le redites, la porte est ouverte pour montrer comment ça se passe. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Merci à nos invités.